Alors, bonsoir, puis merci beaucoup Quentin pour l'introduction, puis de nous avoir invités à participer à ce programme. Ça fait plusieurs années qu'on donne ce programme. C'est la première année qu'on le fait en Zoom, alors c'est peut-être un petit peu différent. On a moins peut-être de chances de se poser des questions et d'interagir, mais en même temps, là, je vous encourage, comme le dit Quentin, là, si vous avez vous servir là, du chat là, pour poser des questions, pour avoir la chance aussi là, de se parler là, au courant de la présentation. Alors, c'est ça. Moi, je suis Catherine Dumouchel. Alors, je fais partie de Sauvetage bénévole Outaouais, Ottawa Volunteer Search and Rescue. Alors, on est un groupe qui œuvre au niveau de l'Outaouais et de l'Est de l'Ontario. Alors, on est des bénévoles professionnels dans le sens où vraiment on est des bénévoles structurés et formés. Alors, on suit là, des normes là, nationales au niveau de recherche et sauvetage. Alors, on a plus de 200 membres là, dans notre équipe. On est disponible 24 heures par jour, 365 jours par année pour vraiment venir en aide, que ce soit au service de police dans le cas de situation de personnes disparues ou aussi au niveau là, des municipalités là, lors de mesures d'urgence. Alors, comme vous pouvez le voir là, sur la diapo, c'est ça. Alors, notre mission, en fait, a trois composantes. Alors, la première, c'est vraiment cette recherche et sauvetage au sol. La deuxième, c'est d'assister les municipalités lors de mesures d'urgence. Alors, comme par exemple, comme on le sait tous dans la région ici, là, depuis 2017, 2018, 2019, là, les inondations de la rivière des Outaouais, les tornades qui ont eu lieu. Alors, on a vraiment passé plus de presque 10 000 heures là, dans ces années-là là, à assister là, les communautés. Et aussi, on a toute une composante là, de prévention et de préparation. Alors, prévention comme ce soir, alors finalement, aider les gens là, à bien profiter du plein air et aussi préparation là, en cas de mesure d'urgence. Alors, les préparations là, au cas où jamais on se retrouvait dans une situation d'urgence, comment être prêt là, au niveau individuel et au niveau familial. On a travaillé aussi tout récemment avec les MRC, Papineau, au niveau du Pontiac et des collines, à l'installation de signalisation d'urgence sur les sentiers VTT, les sentiers de motoneige. Donc, on fait toutes sortes d'activités pour finalement aider à faire en sorte que les gens là, soient sécuritaires dans leur communauté et dans le milieu naturel. Alors, vous avez le site Internet là, si ça vous intéresse. Alors, comme l'a mentionné Quentin, là, il va y avoir deux parties. Alors, la première partie, c'est un peu là, comment bien se préparer aux activités de plein air. Alors, on va parler des étapes de préparation, d'outils d'orientation, et on va avoir la chance d'avoir une session de questions-réponses. Ensuite, la deuxième partie, il y a des fois, on peut être bien préparé, on peut avoir tout ce qu'il faut, mais des fois, les choses prennent un mauvais tournant. Alors, on va regarder un peu ensemble comment on peut qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là, puis comment on peut s'aider finalement. Alors, au niveau de l'hypothermie, on va parler des priorités de survie, on va parler d'un acronyme anglais qui fonctionne bien, là, mais on va le traduire, là, STOP. On va parler aussi un peu de recherche et sauvetage, alors si jamais vous êtes dans ces situations-là et quelqu'un doit venir faire une recherche, alors on va parler un petit peu de comment on procède. Et encore une fois, on aura la chance là, de poser des questions. Alors, ce n'est pas un cours là, de survie là, intensif là, comme certains l'offrent. Alors, on ne veut pas vraiment vous faire peur. Là. Ce qu'on veut, c'est vraiment vous encourager à profiter du plein air de façon sécuritaire et responsable. Alors, puis dans cette présentation-là, on met vraiment l'accent sur les sorties d'une journée. Là. Alors, c'est pas tout à fait là, la même genre de préparation si vous partiez là, pour une expédition ou pour une plus grande excursion. On va mettre l'accent aujourd'hui sur les sorties d'une journée. OK. Alors, on va commencer, comme on l'a mentionné, sur les 3 étapes de préparation. Alors, le contenu de ce début de présentation, il y a vraiment une ressource qui est très, très utile pour nous par rapport à ça. C'est le programme national de Adventure Smart. Alors, c'est un programme qui date depuis plusieurs années.
et qui offre d'excellentes sources d'informations, justement, pour la planification d'excursions et tous ces aspects-là. Alors, puis tout récemment, ils ont créé une application qui est disponible sur les appareils intelligents. Alors, vous pouvez aller là, télécharger cette application-là. C'est gratuit et c'est plein de belles ressources là, pour vous. Alors, je vous encourage là, à aller faire le tour de ça. Alors, les 3 étapes de préparation, en fait, c'est bien des fois d'avoir des choses en 3, c'est facile à se rappeler. Alors, la première, c'est comme planifier notre excursion. La deuxième, on parle de formation. Et finalement, on parle de l'équipement essentiel. Alors, on va faire le tour de ces 3 sujets-là ce soir ensemble, en début de présentation. Alors, premièrement, on parle de planifier notre excursion. Alors, un peu planifier notre itinéraire. Alors, finalement, on fait ça avant de partir. Alors, on ne planifie pas l'itinéraire quand on arrive sur place puis on regarde la carte. C'est bien d'essayer de le faire là, avant de partir. Alors, on a des outils, soit en ligne ou autres, avec les cartes des sentiers, description de ces sentiers-là. Alors ça va nous permettre d'estimer le temps que ça va prendre. Ça va nous permettre de voir est-ce qu'on est en train de voir, est-ce que c'est un sentier en boucle ou c'est un aller-retour. Si c'est un aller-retour ou en boucle, à quel moment on va peut-être penser à rebrousser chemin si jamais ça nous prend plus de temps. Est-ce qu'on a assez de temps de faire l'itinéraire prévu avant que la noirceur arrive? Ça, c'est quelque chose à ce temps-ci de l'année qui est très important. La noirceur arrive très tôt. Alors, tout ça nous permet là, de bien planifier notre itinéraire. Alors, c'est une des étapes importantes quand on planifie une excursion, c'est d'y penser à l'avance. Pour ça, on peut se servir d'outils d'orientation et ça, on va en parler là, un petit peu plus tard. Il y a toutes sortes de choses nouvelles là, qui se passent dans ce domaine-là. Une autre chose aussi, c'est de renseigner un peu là, avant de partir sur le terrain et les conditions. Alors, le sentier que vous allez faire ou l'endroit que vous allez visiter, est-ce que c'est un terrain plat? Est-ce que c'est un terrain escarpé? Est-ce que c'est un terrain où il y a beaucoup d'étangs, de marécages? Alors, tout ça, ça va affecter finalement la difficulté ou ça va affecter aussi l'équipement que vous allez peut-être avoir besoin d'apporter avec vous. Alors, c'est important là, de bien comprendre quel type de terrain que vous allez visiter. On parle aussi des conditions. Alors, comme par exemple, dans la dernière semaine, avant que vous partiez à faire une randonnée ou quelque chose, est-ce qu'il y a plu beaucoup? Puis ça risque d'influencer comment va être le sentier. Est-ce que le sentier va être boueux? Est-ce qu'il va être glissant? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de neige? Donc, si vous partez en raquette, ça va faire toute une différence si la neige est profonde ou plutôt que si la neige est dure. Alors, c'est toutes des choses qui sont importantes de considérer là, avant de partir, pas quand on arrive sur place, puis là, on se rend compte qu'on aurait dû apporter nos micro-spikes, des choses comme ça. Ensuite, c'est toujours bon de vérifier la météo. On connaît la météo ici, hein, il fait beau pendant 5 minutes, puis les 15 minutes qui suivent peuvent bien changer. Alors, on va parler un peu de ça dans la prochaine diapo, mais de l'importance de vérifier la météo avant de partir. Et finalement, le dernier aspect de cette planification-là, c'est de se préparer un plan de route. Et ça va être, on va en parler là, plus tard là, dans la présentation. C'est un aspect qui est vraiment important là, pour s'assurer que si jamais vous avez besoin d'aide, cette aide-là va venir rapidement. OK. Comme dit Quentin, là, tout au fur et à mesure, si jamais il y a des choses dans ça qui vous posent question, n'hésitez pas à les mettre là, sur le chat. Alors, les applications météo. Alors, pour savoir quelles vont être les conditions là, dans les prochaines heures ou pour la journée pendant laquelle vous allez faire votre excursion. Alors, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs qui sont disponibles. Celles qu'on vous montre ici, on va vous en montrer 3. C'est des applications qu'on utilise là, régulièrement. Alors, la première, là, Storm Radar, comme vous pouvez le voir, là, ça nous permet de voir l'endroit où on vit, puis ça nous permet de voir vraiment là, les précipitations qui sont à venir là, dans les à peu près 6 prochaines heures. Donc, ça donne quand même là, un certain moment là, dans le futur. Alors, c'est la possibilité là, de faire des prévisions par rapport à ça. Alors, ça va montrer un peu les précipitations, qu'est-ce qu'elles couvrent sur le territoire. Ça va montrer comment la durée de ces précipitations-là, puis l'intensité des précipitations. Alors, c'est vraiment un outil là, qui est très utile pour planifier là, une excursion.
Météo-Can, en fait, ça vient du gouvernement du Canada. Alors, donne aussi là, des prévisions et tout ça. Ils ont un radar aussi sur Météo-Can, mais le radar ne va pas dans le futur. Le radar couvre plus là, qu'est-ce qui se passe jusqu'au moment où vous êtes en train de vérifier l'application. Par exemple, ce qui est intéressant avec Météo-Can, puis aussi avec Storm Radar, c'est que ça vous donne des alertes. Alors, par exemple, ça va vous alerter que la neige qui va commencer à neiger à telle heure et des choses comme ça. Alors, ça peut quand même être une référence utile là, avant de partir en excursion. Alors, ça, c'est deux choses que vous pouvez aller vérifier. Toutes ces applications-là, -là, c'est gratuit. On peut les mettre sur notre téléphone facilement. Une autre qui est intéressante, c'est l'application Spot de WX, Spot Weather en anglais. Là. Alors, c'est vraiment une application où on peut, là, quand on rentre, en fait, c'est sur un site web, quand on rentre sur le site web, on peut choisir précisément l'endroit où on est intéressé. Là. Ça peut être le nord du parc de la Gatineau, on peut aller à cet endroit-là précisément. Et là, on peut voir là, les prévisions pour les 2 prochains jours, les 5 prochains jours, les 10 prochains jours. On peut choisir finalement l'espace de temps, donc la précision aussi là, de ces prévisions-là. Et on peut regarder là, tous les différents aspects, là, que ce soit au niveau là, de la température qui va changer au fil des jours, que ce soit aussi au niveau là, des précipitations. Alors, ça va montrer la quantité de précipitations, le type de précipitation, la pluie en bleu, la neige qui commence ici en gris. Il y a une autre page plus loin qui parle aussi des vents et tout ça. Alors, c'est vraiment un site qui est très, très, très détaillé. Alors, encore une fois, là, quand vous planifiez une sortie entre 9h et midi, vous pouvez voir exactement qu'est-ce qui va se passer avec la température, qu'est-ce qui va se passer avec les nuages, l'ennuagement, qu'est-ce qui va se passer avec les précipitations. Alors, ça aussi, c'est un outil vraiment utile pour bien se préparer, pour bien apporter l'équipement qui va être nécessaire, savoir est-ce qu'on part pour toute la journée ou est-ce qu'on décide de finalement faire une excursion d'une demi-journée pour ne pas se retrouver dans des conditions qui ne seraient pas favorables. Alors, encore une fois, des beaux outils là, pour nous, pour se préparer à une excursion. J'ai mentionné tantôt le plan de route. Avec un plan de route, en fait, ce que c'est des informations qu'on transmet à quelqu'un avant de partir en randonnée. Alors, c'est pas quelque chose qu'on est nécessairement habitué à faire. Des fois, on oublie ou on n'a pas cette habitude-là. Mais l'avantage de transmettre cette information-là, c'est si jamais vous arrivait quelque chose, puis que vous ne reveniez pas à temps de votre excursion ou vous seriez mal pris, bien, cette personne-là pourrait contacter les autorités et leur donner ces informations-là pour pouvoir vous venir en aide. Alors, c'est vraiment le concept là, du plan de route, c'est de pouvoir transmettre des informations à quelqu'un qui va pouvoir alerter les autorités si jamais vous êtes en difficulté. Alors, un plan de route, ça peut prendre différents formats. C'est sûr que si vous partez pour une longue excursion, alors ça peut être très, très compréhensif. Si vous partez un petit peu moins longtemps ou pour une demi-journée ou une journée, ça peut être plus court, mais c'est quand même, il y a des informations de base qui sont importantes à donner. Alors, justement, sur l'application Adventure Smart, ils ont une des fonctionnalités de cette application-là, c'est la capacité de faire un plan de route en ligne et de l'envoyer à quelqu'un. Alors, vous pouvez, c'est vraiment pratique parce qu'on a juste à choisir des menus, etc. Alors, on peut le faire comme ça. Mais ça peut être aussi une note écrite que vous laissez à quelqu'un. Ça peut être un courriel, un texto, un appel que vous envoyez à quelqu'un pour donner ces informations-là. On n'encourage pas les gens à faire de la randonnée seule, mais si jamais c'est quelque chose que vous faites, c'est particulièrement important à ce moment-là là, de faire un plan de route et de le transmettre à quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans un plan de route? Alors, c'est un peu là, les 6 questions typiques. Alors, qui? Alors, est-ce que vous allez seul ou est-ce qu'elle est avec quelqu'un? S'il y a les membres de votre groupe, alors c'est les noms, l'âge, le genre de cette personne-là, la condition médicale. Quand? Alors, quand vous allez partir, quand vous prévoyez revenir, alors vous donnez peut-être une petite marge, là. Alors, comme ça, les gens savent que s'ils n'ont pas entendu de vos nouvelles par 4h, 5h là, dans l'après-midi, bien peut-être que c'est le temps là, de commencer à regarder là, qu'est-ce qui se passe.
Ensuite, le pourquoi. Alors, c'était quoi le but de votre randonnée? Puis aussi, peut-être quelles activités vous alliez faire là, pendant ça. Alors, le but, c'est peut-être de faire le sentier, tel sentier, mais vous allez le faire en raquette ou vous allez le faire d'une façon ou d'une autre. Alors, c'est important là, de dire le type d'activité aussi que vous allez entreprendre pendant votre sortie. Ou bien c'est sûr, c'est le lieu où vous allez aller, le sentier que vous allez prendre, ou bien si vous allez dans un autre endroit naturel, peut-être que c'est un itinéraire qui n'est pas nécessairement sur sentier, qui peut être hors sentier. Alors, parlez aussi là, de votre point de départ, de votre point d'arrivée, si jamais là, vous avez prévu faire, de faire une navette ou des choses comme ça. Ensuite, le quoi, c'est par rapport à l'équipement ou le matériel que vous avez apporté avec vous. Alors, précisez ça aussi. Et le comment, c'est comment vous allez vous rendre à cet endroit-là. Est-ce que vous allez vous rendre par votre propre véhicule, le véhicule d'une autre personne avec qui vous allez faire de la randonnée, en autobus, des choses comme ça. Alors souvent, de trouver un véhicule qui est abandonné à un départ de sentier, ça peut être le début d'une recherche. Alors c'est important là, de savoir exactement là, par quel moyen vous allez vous rendre là, au début de votre excursion. Alors c'est ça vraiment le plan de route. Alors ça peut être pour des excursions courtes ou de longue durée. C'est vraiment, là, on va parler tantôt là, de qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne une recherche et on va revenir faire le lien avec l'importance du plan de route. OK. Alors, le deuxième point qu'on disait là, dans nos trois aspects, là, qui étaient les trois étapes là, de préparation, c'est la formation. Alors, on va parler tantôt là, des équipements essentiels qu'on met dans notre sac à dos. Bien, est-ce que vous savez comment vous servir là, de cet équipement-là? Alors, c'est vraiment ça. La formation, c'est d'avoir les connaissances, les compétences qui sont requises, mais avant de partir. Alors, si vous vous achetez de l'équipement, c'est super important de pratiquer avec son équipement dans des conditions favorables. Alors, si vous avez une nouvelle boussole, un nouveau GPS, vous avez une application sur votre téléphone, servez-vous-en dans un parc urbain ou autour de la maison ou dans le quartier. Comme ça, si jamais les choses ne vont pas très bien, mais les conséquences là, sont moins importantes. Alors, ce n'est pas le temps qu'on est perdu dans la forêt d'ouvrir l'emballage de notre boussole puis de commencer à penser comment ça peut bien fonctionner, ce truc-là. La même chose, par exemple, aussi, on dit d'être prêt pour faire un feu, mais est-ce que vous en avez déjà fait un? Est-ce que vous savez comment en faire un? Alors ça, c'est bon de pratiquer avant d'être mal pris, puis que vous êtes à pleine grosse pluie dehors, dans un moment infavorable. Alors, c'est bien de le faire là, à l'avance. Alors, ce qu'on veut faire, en fait, au niveau de la formation, c'est vraiment peut-être de créer des automatismes. Alors, quand on est dans des situations de survie, c'est des situations stressantes. Alors, si on a déjà des automatismes, si on a déjà des bonnes pratiques, bien, ces automatismes-là vont revenir là, dans ces situations-là. Alors, c'est important. Une autre chose aussi par rapport aux connaissanses, c'est comme, on va parler d'une trousse de premiers soins. Alors, vous en achetez une, vous la mettez dans votre sac à dos, mais est-ce que vous êtes-vous allé voir ce qu'il y avait dans votre trousse de premiers soins? Alors, certaines trousses de premiers soins, tout ce qu'ils ont, c'est des diachylons. Alors, si jamais là, vous avez un saignement important, mais ce n'est pas ça qui va vous aider beaucoup. Alors, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de tous vos outils. Alors, une autre chose aussi au niveau de la formation, c'est de s'assurer qu'on connaît bien et qu'on respecte nos limites. Alors, c'est quand même un aspect important parce que au niveau là, des situations d'urgence en milieu naturel, certains des problèmes qu'on remarque au fil des ans, c'est que souvent, les gens à qui il arrive des choses problématiques, bien, c'est soit qu'ils ont comme surestimé leur capacité, ou bien sous-estimer le temps que ça allait prendre là, pour faire un sentier ou une randonnée. Alors, au niveau des capacités, on réfléchit, est-ce qu'on est en début de saison, puis on est moins en forme, ou est-ce qu'on vient de récupérer d'une opération sur notre genou? Est-ce qu'on a beaucoup d'expérience dans l'endroit vers lequel on s'en va, ou bien c'est un endroit très nouveau pour nous? Alors, quelles sont nos habilités aussi? Est-ce que c'est notre première fois en raquette ou est-ce que ça fait depuis qu'on a 3 ans qu'on en fait? Alors, c'est vraiment là, de poser là, ces questions-là par rapport à nos propres capacités. Et ça va affecter finalement là, au niveau de nos choix d'excursion. Alors, nos choix au niveau de la longueur, de la difficulté,
aussi du moment où on va partir. Alors, c'est partir le matin, ça nous donne plus de marge de manœuvre, mais si on part à 3-4 heures d'après-midi, puis commence à faire noir, puis commence à faire froid, puis on n'a pas l'expérience nécessaire, mais on peut vraiment avoir des difficultés là, si on ne le fait pas de façon adéquate. Alors ça, c'est l'importance là, finalement de la formation, de s'assurer à l'avance qu'on a les compétences et les connaissances là, nécessaires pour faire ça de façon là, sécuritaire, comme on l'a mentionné. Au niveau de la formation, une des formations qu'on recommande dans notre groupe, c'est la formation en premiers soins en milieu éloigné. Alors, une formation de premiers soins, c'est toujours utile là, pour les gens comme vous qui allez en milieu naturel, parce que c'est sûr qu'il y a des fois plus de chances de se blesser là, dans ces situations-là. Et cette formation-là de premiers soins en milieu éloigné, ou comme on appelle Wilderness First Aid en anglais, c'est vraiment une formation qui est très, très pertinente. Alors, ça peut être une formation de 2 jours. Alors là, ça, c'est la formation là, de base, de 4 jours un peu plus avancée. 8 jours, c'est une formation qui est très, très avancée. Souvent, un leader d'expédition, des choses comme ça, là, aura cette formation-là de 8 jours. Alors, pourquoi on recommande ça? Alors, le contenu puis les scénarios qui vont être présentés durant la formation sont vraiment reliés là, aux activités de plein air. Alors, c'est vraiment, là, ça va être tous des scénarios qui vont être très, très pertinents. Il y a quand même un accent qui va être mis là, sur l'hypothermie, l'hyperthermie, alors on va en parler un peu plus tard, puis qui sont des problèmes là, communs dans des situations là, de plein air. Alors, c'est encore une fois, c'est vraiment un problème clé, donc d'en parler dans une formation, c'est super important. C'est aussi une formation qui prend pour acquis qu'on n'aura pas l'accès rapide par ambulance. Alors, quand on fait les premiers soins, souvent de base normaux, là, on prend pour acquis que l'ambulance arrive là, dans les 5 à 10 prochaines minutes. Ici, c'est qu'on sait que finalement, si on est 3-4 heures dans la forêt, loin de la route, l'ambulance, elle ne sera pas là tout de suite. Alors, c'est vraiment là, de voir comment on peut développer une résilience là, pour s'assurer qu'on peut traiter de cette situation-là tout en sachant que cette aide plus avancée médicale n'arrivera pas tout de suite. Alors, une des choses, par exemple, dans les cours de formation de premiers soins en milieu éloigné, une différence, c'est comme les premiers soins standards, souvent, on ne déplace pas la personne. On ne veut pas que, si jamais il y a une blessure ou quelque chose comme ça, alors que dans les premiers soins en milieu éloigné, à un moment donné, il faut penser à pouvoir déplacer cette personne-là. Alors, on apprend comment la déplacer là, de façon sécuritaire. Une autre chose qu'on trouve aussi utile là, par rapport à ces cours-là, c'est que souvent, ils vont donner des suggestions pour une trousse de premiers soins. Alors, c'est là nous, quand on a pris ce cours-là, ça nous a donné des idées là, à mettre des nouvelles choses là, des choses additionnelles là, dans notre trousse de premiers soins. Donc, vous pouvez prendre une trousse de base et ajouter là, des éléments là, qui vont vous être utiles là, dans des situations là, en milieu éloigné. Alors, j'ai mis 2 liens ici. Là. Un, c'est pour la Croix-Rouge. Alors, la Croix-Rouge donne ses cours de premiers soins en milieu éloigné. Et l'autre, c'est Wilderness Medical Associates. Et ça, c'est un organisme qui offre ces cours-là à travers le monde. Donc, ils ont une version canadienne. Alors, vous avez ici là, le site web pour ça. Et sur ce site-là, vous trouvez des gens, là, des organismes qui offrent les cours selon les normes là, de cette organisation-là. Alors, comme dans la région ici, le Boreal River est un de ces groupes là, qui suit là, le Wilderness Medical Associates, le curriculum qu'ils offrent. Alors, ça, c'est des choix possibles pour vous là, au niveau de la formation de premiers soins. OK. Alors, on a parlé des deux premiers aspects. Là. On a parlé à date de comment planifier notre excursion, l'importance de la formation. Puis là, le troisième aspect, c'est l'équipement essentiel. Alors là, ce que je vais vous demander de faire, c'est en vous servant là, de la fonction de chat, peut-être juste écrire ce que vous apportez avec vous lors d'une excursion d'une journée.
Alors, je vais vous laisser quelques minutes, puis ensuite, Quentin va m'aider. Il va lire vos idées, puis on va pouvoir voir comment ça compare avec la liste. Alors, je vous laisse le plaisir de faire ça. Alors, je commence à avoir des suggestions pour toi, Catherine. Marie prendrait une extra paire de mitaines et des chaussettes. Séverine, de l'eau et de la nourriture. Mathieu, de quoi partir un feu. Monique, nourriture, eau, trousse de premiers soins. Louise, eau et snack. Christine, de l'eau et des collations. Patrick, de l'eau, bas de rechange, une épaisseur de plus. De la crème solaire pour Seven. Christine, un sifflet. Est-ce qu'il y a d'autres... Je vais laisser encore un petit moment s'il y a d'autres suggestions. Ah, une grande liste. Alors, attends. Ça allait un peu vite. Donc, Anne-Marie va prendre de l'eau, barre d'énergie, trousse premiers soins, cellulaire, carte de sentier, allumette, lampe frontale, gants et bas de rechange, allumette, boussole. Anne va prendre trousse de premiers soins, couverture thermique, vêtements de rechange, tapis isolant. Claude, de l'eau, nourriture, allumette, chauffe-pied et main. Oui, c'est vrai qu'il faut garder en tête qu'on est en hiver. Louise va prendre son téléphone cellulaire. France va prendre un manteau de pluie, une cloche pour les ours. Puis Catherine, de l'eau, collation, vêtements plus chauds, chasse-moustique et trousse. OK, excellent. En fait, vous auriez pu faire la présentation parce que vous avez ensemble couvert là, pas mal tous les éléments là, qui sont sur la liste là, qui est présentée là, justement par Adventure Smart. Alors, on va passer au travers rapidement, puis ensuite, je vais arrêter de partager, puis je vais vous montrer certains éléments là, en particulier là, que je traîne moi dans mon sac à dos. Alors, c'est sûr, là, la lampe de poche, alors une lampe frontale ou une lampe de poche à la main, c'est super important, surtout comme, par exemple, quand on en arrive, là, on part assez tôt, mais à un moment donné, la noirceur arrive là, de façon plus vite qu'on pense. Alors, la lampe de poche, c'est super important. Trousse pour faire du feu, alors c'est une dimension importante. On va parler tantôt là, des priorités de survie. Instrument de signalisation, alors vous en avez mentionné un, là, quelqu'un apporte un sifflet, alors ça va être un de vos instruments, puis on va parler d'autres aussi là, qui sont importants. Tout le monde apportait sa collation et un breuvage, alors ça c'est un autre aspect. Alors nourriture et eau, recommande souvent là, au moins 1 litre d'eau. Des vêtements de rechange. Alors, j'ai vu beaucoup là, de bas, de mitaines, de couches supplémentaires, d'imperméables, de manteaux, de choses comme ça. C'est super. Orientation, on a vu carte, boussole, GPS, alors tous ces éléments-là. Et communication, là, plusieurs d'entre vous là, avaient apporté là, votre téléphone cellulaire. On a parlé aussi de la trousse de premiers soins. Quelqu'un a parlé d'une couverture de survie, je pense. Alors, un abri de survie, puis je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut représenter. Alors, on va regarder ça ensemble. Une des choses que personne n'a mentionné, qui peut être utile, un couteau de poche ou un multi-outil. Alors, pour réparer des choses ou pour couper des branches, ou si on a besoin de faire une attelle, des choses comme ça. Alors, un couteau de poche, ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez ajouter là, dans votre sac à dos. Et on l'a mentionné, là, la protection solaire, la crème solaire, ou encore une fois, dépendant de la saison, le chasse-moustique et des choses comme ça. Alors, c'est vraiment là, une belle liste là, de choses à se rappeler. Et si vous regardez le sac à dos qui est là, alors en fait, tout ça là, peut rentrer dans un petit sac à dos d'un jour, là, alors un 20 litres ou quelque chose comme ça. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un sac à dos d'expédition pour avoir toutes ces choses-là avec nous. Une chose qui est importante, c'est que plusieurs de ces choses-là demandent finalement là, des piles ou bien chargeur, alors que c'est votre téléphone, par exemple. Alors, c'est pas une mauvaise idée, là, ou en fait, c'est
c'est très recommandé d'apporter avec vous là, des piles supplémentaires là, pour tous vos appareils et d'apporter, surtout si vous partez, là, surtout si c'est l'hiver ou quand nos appareils ont de la difficulté là, à bien fonctionner et se déchargent assez facilement, d'apporter un chargeur avec vous. Alors, ça peut être des choses supplémentaires. Je vais arrêter 2 minutes de partager la présentation, puis je vais vous montrer quelques objets. Alors, c'est sûr, comme une lampe frontale, c'est très pratique. Alors, ça, c'est des petites lampes frontales de base, puis elles viennent toujours là, avec une petite, avec des batteries supplémentaires. Maintenant, ça devient de plus en plus, il y en a de plus en plus de modèles différents. Alors, ça ici, c'est une autre petite lampe frontale qui vient avec ces petites batteries. Et celle-là, ce qui est avantageux, c'est qu'elle est rechargeable à travers sur une clé USB. Là, on peut le mettre dans l'ordinateur et la recharger. Alors, c'est vraiment, c'est très, très, très léger. Alors, ça peut être une autre chose là, à recommander. Trousse pour faire le feu. Alors, moi, dans ma trousse pour faire le feu, ce que j'aime bien, c'est finalement mettre toutes sortes de choses différentes. Alors, j'ai un certain type d'allumettes que je traîne dans un petit contenant. J'ai aussi des espèces de grosses, je ne sais pas si on les voit, des grosses allumettes là, qui durent très, très longtemps, alors qui peuvent aider. J'ai aussi un petit sac avec de la ouate dans la vaseline qui peut m'aider à partir un feu si jamais les conditions ne sont pas très bonnes. Alors, finalement, c'est comme un petit sac là, dans lequel je mets différents outils. Je ne dépends pas juste d'un, mais j'en mets plusieurs là, pour pouvoir... finalement, en espérant qu'il y a un de tous ceux-là qui fonctionne bien. C'est ça, les instruments de signalisation, bien le sifflet là, est un en particulier, mais si vous avez apporté une boussole avec vous, bien, dans la boussole, ça c'est le type de boussole qu'on recommande d'avoir, vraiment une boussole plus complète là, que une petite boussole. Alors, celle-là avec un miroir. Et ça, c'est important pour pouvoir bien naviguer, mais le miroir peut être aussi quelque chose qui sert de signalisation. Si vous avez un vêtement coloré, ça va être important aussi, ça peut aussi faire la même chose. Nourriture et eau, c'est sûr, ça, c'est à votre choix ce que vous apportez. Une chose que j'ai appris, moi, j'étais en une excursion au Utah avec un guide qui avait cette pratique-là. C'est finalement, lui, il faisait souvent que les objets avaient 2 utilisations. Alors, sur sa bouteille d'eau, il enroulait du duct tape, là, du ruban, de cette espèce de gros ruban là, vraiment très résistant. Alors ça peut servir à réparer un vêtement, à réparer de l'équipement, à protéger contre les ampoules, à faire une attelle. Alors, c'est vraiment là, un multi-outil. Puis de l'avoir sur sa bouteille d'eau, on est toujours sûr qu'on l'a avec nous. Alors, c'est une autre petite pratique intéressante. Vêtements de rechange, c'est sûr. Puis comme on a parlé aussi là, de ce temps-ci de l'année, d'avoir des petits chauffe-mains, chauffe-pieds. Alors ça peut nous servir à nous, mais ça peut servir aussi si jamais on rencontre quelqu'un qui est en difficulté de pouvoir réchauffer cette personne-là en servant de ces chauffe-mains-là ou de ces chauffe-pieds-là. On a parlé de carte, boussole, GPS, téléphone. Comme j'ai dit, d'apporter un petit chargeur là, avec soi. Il y en a qui sont très légers. Alors, on peut l'avoir avec soi. C'est vraiment pratique. Trousses de premiers soins. Alors, on peut les acheter toutes faites. Moi, ce que j'ai préféré faire, c'est je me suis acheté un sac et je le remplis de choses qui sont pertinentes pour moi, que je connais bien, que je trouve importante. Alors, je l'ai vraiment fait là, à ma façon. Alors, ça peut être, comme je l'ai dit, dans les cours de premiers soins là, en milieu éloigné, c'est là qu'on a vraiment des bonnes listes détaillées de tout ce qu'on peut mettre dans notre trousse de premiers soins. Un truc que j'aime beaucoup au niveau d'un matériel dans les trousses de premiers soins, c'est cette espèce de ruban qu'on appelle du ruban vétérinaire là, qui servait là, pour les chevaux et tout ça. Mais c'est un ruban qui est comme auto-adhésif, qui ferait vraiment un beau travail là, quand on a là, au niveau de plaies ou bien encore là, dans torse ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment un truc dans ma trousse de premiers soins que j'aime en particulier. Un abri de survie. En fait, dans certains cours de survie, là, ils nous montrent comment quasiment fabriquer une cabane en bois rond, là, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors, si vous avez juste un grand sac de plastique orange, ça va être, c'est un outil de survie vraiment, vraiment, vraiment pratique parce qu'il peut vous servir
Si vous le coupez de la bonne façon, si vous le mettez de la bonne façon, il peut vous faire comme une espèce de petite tente sur la tête et couvrir tout votre corps. Puis aussi, comme c'est orange, bien, si vous avez besoin d'attirer l'attention, ça va aider. Alors, un peu l'équivalent de ça, c'est ce qu'on appelle là, le bivisac, le bivibag. Alors, un sac bivouac, finalement, alors qui est comme un énorme, je ne l'ouvrirai pas, mais c'est comme un énorme sac en plastique sur stéroïde. Alors, on peut rentrer tout dedans, même on pourrait être 2 personnes à l'intérieur pour se garder au chaud. Alors, puis ça prend presque pas de place. Alors ça, moi, je l'ai toujours dans mon sac à dos, même quand je vais faire 3 heures de randonnée en ski de fond, d'excursion en ski de fond, je l'ai avec moi. Finalement, une chose que j'ai toujours dans le fond, dans le dos de mon sac à dos, c'est un petit, quelqu'un l'a mentionné, un petit tapis isolant. Alors ça, c'est un ancien morceau d'un vieux tapis de camping. Alors ça, je l'ai toujours avec moi. Puis on va parler tantôt là, comment on s'en sert ou pourquoi on s'en sert. Alors, c'est très léger, ça ne prend pas de place. Alors ça, c'est juste des petits trucs là, de choses qu'on peut inclure, mais c'est vraiment cette liste-là là, qui est la liste là, des essentiels que vous devriez avoir là, avec vous. Puis il semble que vous en avez déjà pas mal là, que vous apportez. OK, alors je vais retourner à la présentation. Alors merci beaucoup pour toutes vos belles idées. Ça va bien, Quentin? Oui, c'est parfait, Catherine. Excellent. OK, alors on va parler maintenant dans cette liste-là, on parle d'outils d'orientation. Alors, on va parler un petit peu d'outils d'orientation. Alors, il y a peut-être 10 ans de ça, ou 5 ans même de ça, quand on parlait d'outils d'orientation, on parlait beaucoup plus de cartes, boussole, GPS, de type là, Garmin 62, 64, des choses comme ça. Mais maintenant, de plus en plus, là, les outils d'orientation dont les gens se servent, c'est beaucoup d'applications qui sont disponibles sur vos appareils là, intelligents. Alors, vous avez ici là, un exemple sur mon écran là, de ce type d'application-là. Alors, Venza, View Ranger, AllTrails, Gaia, il y a Maps.me. Alors, c'est toutes sortes d'applications qui sont disponibles et qui ont des cartes là, vraiment super détaillées qui montrent plein de sentiers et tout ça. Alors, c'est vraiment des outils là, qui sont de plus en plus intéressants là, à utiliser là, en milieu pour aider avec des excursions. Cependant, ce n'est pas vraiment c'est pas une solution unique. Là, alors, puis aussi, il y a certains défis par rapport à ça. Alors, on voulait donner peut-être un peu là, des petits conseils là, relatifs là, à ces applications-là. Alors, une chose comme on a parlé, c'est la même chose qu'on a parlé pour la formation tantôt, c'est bon de les essayer avant de partir. Alors, servez-vous-en pour quand vous allez faire une marche dans le quartier, comment ça fonctionne, des choses comme ça. Alors, c'est vraiment pratique là, de les essayer avant de partir pour que quand vous avez à les utiliser là, lors d'une excursion, mais vous êtes déjà prêt là, à vous en servir. Aussi, c'est important on peut s'en servir là, sans couverture de réseau de mobile cellulaire, mais parfois, il faut vraiment télécharger les cartes de la région où on va faire une excursion à l'avance. Sinon, ces cartes-là ne seraient pas disponibles. Alors, ça, c'est une chose à vérifier au niveau de l'application. Comment télécharger des cartes et se préparer là, à l'avance dans la région où on veut aller, là, de préparer les cartes là, à l'avance. Alors, c'est ça, souvent, elles sont utilisées, en fait, ils se servent là, de la fonction GPS dans votre téléphone, qui n'est pas dépendante là, du réseau cellulaire. Alors, c'est quand même un avantage que peut avoir ces applications-là. Elles peuvent être aussi utilisées là, en mode avion. Souvent, c'est recommandé de s'en servir dans ce mode-là, parce que votre téléphone à ce moment-là arrête d'essayer. Surtout si, comme dans le parc de la Gatineau, on sait qu'il y a plein d'endroits où il n'y a pas de signal. Là. Alors, votre téléphone va arrêter d'essayer de trouver un signal, ce qui perd beaucoup qui fait beaucoup de demandes sur votre pile. Alors, si vous le mettez en mode avion, bien, ça va diminuer la demande sur votre pile. Puis ça, c'est important d'avoir si vous avez un téléphone avec vous, là, de l'avoir le mieux chargé possible. Alors, c'est des petits conseils, là, comme c'est pas la solution
parfaite, là, mais c'est quand même ce dont les gens se servent de plus en plus. Donc, on a pensé donner des conseils là, par rapport à cette utilisation-là pour être sûr là, que finalement, quand vous vous en servez, là, ça va être de façon sécuritaire aussi. Mais on trouve par exemple que les cartes sur papier demeurent importantes parce que des fois, juste se regarder le petit écran, là, ça peut vraiment ne pas nous donner là, toutes les informations possibles. Alors, on va parler un petit peu aussi là, de l'utilisation. Pourquoi là, une carte, d'avoir quand même là, cette carte papier serait importante. Alors, vous avez ici là, juste quelques images prises, là, si vous reconnaissez, là, de la carte là, du parc de la Gatineau. Oups, excusez-moi, je vais retourner en arrière. Alors, en fait, la carte des sentiers, si vous partez en excursion, surtout dans le parc de la Gatineau, avoir la carte des sentiers dans votre sac à dos, ça serait pour moi là, vraiment un des essentiels, de l'avoir toujours disponible avec vous. Si vous allez dans d'autres endroits, bien soit avoir les cartes de sentiers de ces endroits-là ou bien avoir des cartes topographiques. Les cartes topographiques sont disponibles pour l'ensemble du Canada. Alors, vous pouvez avoir là, toutes les cartes dont vous avez besoin. Certains endroits vont les imprimer même à l'échelle ou à l'espace que vous avez besoin pour votre excursion et tout ça. Alors, c'est vraiment un outil super utile. Alors, sur la carte topographique, là, vous avez une échelle, là, comme ici, l'échelle est de 1 sur 25 000. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est que 1 cm sur la carte, c'est 250 mètres sur le terrain. Alors, 4 cm sur la carte correspond à 1 km. Alors, ça vous donne vraiment là, une bonne idée là, des distances entre différents points, des distances, de la longueur d'un sentier, etc. Des fois, sur l'application, c'est plus difficile. Pour certaines applications, c'est plus difficile d'avoir cette information-là. On voit aussi, comme si on veut prendre un sentier, si on veut faire le sentier 11, bien on voit les autres sentiers, on voit les intersections, on voit les endroits où on pourrait se tromper. Alors, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble plus large. Alors, c'est ce que la carte topo là, nous permet de faire, c'est d'avoir une vue d'ensemble plus large. Comme ça, on peut bien s'orienter dans l'ensemble du paysage. On a aussi là, bon, les lacs, les ruisseaux, toutes ces choses-là. Ça, c'est important parce que des fois, ça peut devenir des obstacles pour nos déplacements. Là. Surtout dans la région ici, là, les castors sont bien actifs. Alors, des fois, ça peut devenir les endroits où il y a beaucoup d'eau peuvent changer assez facilement là, à cause de l'activité des castors. Donc, prévoir que ça peut devenir des obstacles. On a aussi ce qu'on appelle les courbes de niveau. Alors, ces lignes qu'on retrouve là, sur les cartes en fait, représente finalement que si on était à suivre une de ces lignes-là, c'est qu'on resterait toujours là, à la même élévation. Là. Alors, si cette ligne-là, par exemple, était 200 mètres, bien, si on circulait sur cette ligne-là, on resterait toujours à 200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et d'une ligne à l'autre, bien, on augmente d'une certaine distance. Là. Alors, souvent, sur les cartes topo, c'est 20 mètres là, entre les lignes. Sur le parc de la Gatineau, il faudrait que je vérifie. Mais il faut toujours vérifier, là, mais alors ça montre une certaine distance, là, un certain changement d'élévation entre les lignes. Donc, plus les lignes sont rapprochées, plus l'endroit est escarpé. Alors ici, on est sur le bord de l'escarpement. Les lignes sont proches les uns des autres, donc sur une courte distance, on monte assez rapidement. Alors que si on est plus sur le plateau ici, les lignes sont éloignées, sont écartées les unes des autres. Alors c'est un endroit là, qui est plus plat. Alors ça vous donne quand même une idée. C'est important là, de comprendre vraiment comment un terrain peut être escarpé. Alors ça, c'est une autre série d'informations qui est importante. Juste 2 petits points sur la carte du parc. Alors, pleine de belles informations. Juste savoir que sur un côté de la carte, l'échelle est 1 sur 25 000, alors que sur l'autre côté de la carte, c'est 1 sur 50 000. Donc, bien s'assurer que ça ne sera pas exactement pareil quand vous allez mesurer les distances. Et aussi, la plupart des cartes topo, le nord est au haut de la carte, mais sur la carte de la Gatineau, le nord est un petit peu là, vers la gauche pour pouvoir rentrer tout le parc sur la carte. Alors, c'est juste faire attention à ça, là, parce que des fois, ça peut nous désorienter un tout petit peu, que le nord ne soit pas en haut de la carte.
OK, mais c'est quand même, là, ces cartes-là, c'est vraiment, comme je l'ai dit, ça nous donne une plus grande perspective là, de l'endroit où on va. Alors, on peut combiner la carte papier avec l'application et avoir vraiment là, les meilleurs outils en main. OK, alors, à date, là, tout va bien. Tout va bien à date. On s'est bien préparé, on est bien formé, on a apporté tout notre équipement. Mais comme on le mentionnait, il faut toujours l'apporter, oui, parce que des fois, les choses là, commencent à moins bien aller. Alors, on peut se blesser, on peut se perdre, on peut perdre notre chemin, il peut faire de plus en plus froid, la noirceur arrive, ou bien on prend plus de temps là, à faire le sentier qu'on avait prévu, des choses comme ça. Alors, toutes ces choses-là là, peuvent nous arriver, là, même dans les meilleures conditions possibles. Alors, on va parler un peu de qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qu'on peut faire dans ces situations, dans différentes situations de ce type. Alors, un des principaux défis là, reliés à la survie au Canada, c'est le froid. En fait, le froid est un des principaux là, défis dans nos activités là, de plein air au Canada. Mais une des choses qui est quand même importante par rapport à ça, c'est que si on commence à avoir froid, alors si on comprend bien comment on perd la chaleur, bien, on peut agir pour rester au chaud. Alors, c'est un aspect important, c'est comment bien comprendre les mécanismes de perte de chaleur. Alors, notre corps a tendance à perdre de la chaleur. C'est quoi les mécanismes de perte de chaleur? Si on comprend ces mécanismes-là, eh bien, on peut comprendre ou on peut agir de façon à pouvoir rester au chaud. Alors, il y en a 5. Alors, un des premiers, c'est radiation. Alors, pensez un peu, là, vous avez donné rendez-vous à quelqu'un à P11, puis là, vous l'attendez au début du sentier, puis la personne prend du temps à arriver. Alors, vous êtes debout à attendre et à un moment donné, vous avez de plus en plus, s'il fait frais, là, vous avez de plus en plus froid. Alors, c'est finalement on est toujours en train là, de radier de la chaleur. Alors, il y a notre corps qui est plus chaud que la température extérieure, bien la chaleur on est toujours en perte là, de chaleur comme ça. C'est pour ça qu'on devient de plus en plus froid là, si on reste debout longtemps là, au même endroit. Alors, comment prévenir cette perte de chaleur-là? On perd beaucoup de chaleur au niveau de la tête. Alors, mettre un chapeau, mettre une tuque, c'est important. Se rajouter des vêtements, c'est important. Alors, c'est pour ça qu'on dit d'apporter des vêtements supplémentaires. C'est parce qu'à un moment donné, on va peut-être en avoir besoin pour éviter là, cette perte de chaleur là, par radiation. Et moi, j'ai toujours un petit chapeau dans mon sac à dos, même l'été, des fois, là, juste en soirée, là, avoir un tout petit chapeau, une toute petite tuque dans mon sac à dos, là, ça va être utile. Convection. Alors ici, on parle de perte de chaleur à cause, principalement, là, dans ce cas-ci, à cause du vent. Alors, on s'imagine, on est au Belvédère Champlain, le vent souffle et tout d'un coup, là, on sent qu'on a froid. Alors finalement, ce qui nous garde au chaud, c'est souvent une espèce de couche isolante d'air qu'on a autour de nous, un peu comme nos fenêtres doubles qu'on a dans la maison. Et le vent enlève cette couche d'air qu'on a développée et on est toujours en train d'essayer de la re-remplir finalement. Alors, c'est comme ça là, que la convection là, nous fait perdre de la chaleur. Alors, c'est sûr que pour se protéger là, de la convection, bien, on peut se mettre à l'abri, donc s'éloigner du vent. Puis, ça ajouter aussi, c'est pour ça qu'on dit d'avoir une couche qui est une couche coupe-vent, finalement, là, de vêtements, qui va nous permettre d'éviter le vent. La convection se fait aussi dans l'eau. En fait, elle est beaucoup plus importante dans l'eau. Alors, le courant d'eau, quand on est dans de l'eau courante, alors on perd énormément de chaleur dans l'eau. Alors, quand on parle kayak, canot, là, ça c'est une chose, un aspect important. Là, quand on est dans l'eau courante, on va perdre beaucoup, beaucoup de chaleur par convection aussi. Le troisième mécanisme, c'est la conduction. Alors, on prend une pause, on s'assoit par terre, que ce soit printemps, été, automne, hiver, le sol va être plus froid que nous. Alors, on va perdre de la chaleur par contact là, avec une surface qui est plus froide. Alors, ça peut se passer à tout moment de l'année. Alors, moi, à chaque fois que je m'assois pour prendre une pause ou pour luncher, soit que je mets mes mitaines en dessous de moi, je m'assois sur mon sac à dos, ou bien je prends mon petit morceau de tapis isolant, puis je m'assois dessus. Alors, ça, c'est super important parce que ça prend
très peu de temps pour qu'on a froid à cause de la conduction. Alors vraiment, là, de s'isoler du sol est un aspect là, important. Aussi, dans une situation de premier soin, ça va être une des premières choses qu'on veut faire, c'est que si une personne est immobile à cause d'une situation de premier soin, qu'elle est assise ou couchée ou des choses comme ça, de mettre un tapis isolant en dessous de cette personne-là, ça va être essentiel là, pour s'assurer qu'on ne tombe pas là, dans l'hypothermie. La quatrième méthode, c'est l'évaporation. Alors, je remarque ça souvent, là, comme on est en train de faire du ski de fond, puis on a quand même dépensé, on a chaud un peu, nos vêtements sont peut-être un peu mouillés, puis là, on rencontre quelqu'un qu'on connaît, puis là, on arrête, puis on leur parle, puis tout d'un coup, après 5-10 minutes, on est gelé, puis on a froid, puis alors c'est vraiment l'évaporation de la sueur de nos vêtements, ou bien si jamais on est pris par la pluie, l'évaporation de l'eau de nos vêtements. C'est comme pour que l'eau s'évapore, finalement, elle s'accapare la chaleur du corps là, pour le faire. Alors, l'évaporation est vraiment une source là, de perte de chaleur importante. Alors, il faut vraiment faire attention. Alors, ce qui est important pour ça, bien, on va parler tantôt là, un peu plus là, des couches vestimentaires. Alors, je vais laisser ça pour le moment, mais ça va être là, que ça va être important, là, tout ce qui est comment on gère là, nos vêtements. Et la dernière façon qu'on perd de la chaleur, surtout en hiver, alors, vous imaginez, là, vous êtes en train de monter une côte, on travaille fort, ou bien on est en ski de patin, on travaille fort. Alors, on respire de l'air froid, puis on expire de l'air chaud. Alors, c'est une façon là, de perdre de la chaleur. Alors, c'est sûr que les solutions pour ça, bien, c'est sûrement pas d'arrêter de respirer, mais c'est peut-être de contrôler là, notre rythme respiratoire. Alors, notre niveau d'exercice, finalement. Alors, souvent, dans les situations de survie, là, de ralentir le rythme là, est quelque chose d'important pour conserver son énergie, pour avoir une respiration qui est plus stable et tout ça, pour finalement là, conserver l'énergie, conserver la chaleur. Ça va être important. Alors, c'est ça les 5 mécanismes. Alors, si vous vous rappelez de ces 5 choses-là, finalement, ça vous aide à comprendre, mais quand j'ai froid, est-ce que j'ai froid parce que je suis dans le vent? Est-ce que j'ai froid parce que mes vêtements sont mouillés? Est-ce que j'ai froid parce que je suis immobile à attendre quelqu'un puis j'ai pas assez de vêtements sur moi? Des choses comme ça. Alors, ça peut nous aider, là, finalement, à prendre des bonnes décisions. Parce que ce qu'on veut éviter là, le plus possible, c'est de passer du froid, d'avoir froid à l'hypothermie. Alors, en fait, l'hypothermie, c'est une des principales causes de mortalité là, en plein air. Alors, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, ce qui se passe dans l'hypothermie, finalement, c'est que notre corps perd sa chaleur là, plus vite qu'il le produit. Alors, ce qui va se passer éventuellement, c'est que la température du corps là, va diminuer. Alors, normalement, on est à 37 Celsius. Quand il commence à tomber à 35, le corps commence à moins bien fonctionner. On a un corps qui est très difficile, là, qui fonctionne juste à des conditions optimales. Alors, c'est là, on va commencer à avoir des problèmes. Puis, souvent, les gens associent l'hypothermie à l'hiver, mais c'est pas juste en hiver qu'on peut être hypothermique. On peut être hypothermique à l'année longue. Alors, c'est vraiment une situation qui peut arriver au printemps, plus souvent au printemps, à l'automne, presque à l'hiver, parce que les gens, des fois, sont moins bien équipés dans ces saisons-là. Mais ça peut arriver l'été aussi, là. J'ai déjà passé beaucoup de temps dans la caverne Losc, puis à un moment donné, j'étais presque hypothermique là, alors, en plein été. Alors, il faut faire attention. Alors, si on regarde l'hypothermie, en fait, il y a comme une espèce là, de continuum là, au niveau de l'hypothermie. Alors, on peut souffrir du froid sans hypothermie, là, ce qu'en anglais, ils appellent le cold stress, là, le stress du froid. On peut avoir une hypothermie légère, modérée ou sévère. Puis, c'est important d'en voir un peu les signes parce que pour soi-même, mais aussi pour les gens qui sont autour de nous, de commencer à voir si on est en excursion avec quelqu'un, puis on commence à remarquer ces signes-là, puis on peut se dire, oh, peut-être cette personne-là là, a besoin d'aide. Alors, au niveau là, de l'état de conscience, on va être conscient jusqu'à temps qu'on arrive à l'hypothermie sévère. L'hypothermie sévère, on tombe dans l'inconscience.
Au niveau des mouvements, là, alors au niveau qu'on souffre du froid, là, commence à avoir froid, on a des mouvements normaux, mais ça commence à se dégrader là, quand on arrive plus vers l'hypothermie légère. Au niveau de légère et modérée, ben, on commence à avoir de la perte de motricité. Alors, on va remarquer que des gens en hypothermie légère ou modérée là, vont avoir moins de bonne coordination, ils vont trébucher, pas beaucoup de dextérité là, fine, là, de la difficulté à rattacher ses bottes, à ouvrir son sac à dos, des choses comme ça. Au niveau, une des façons dont le corps répond au froid, c'est de trembler finalement. Là, alors, le tremblement, c'est une façon de compenser. En fait, quand on tremble, c'est qu'on essaie de produire de la chaleur. Alors, on va faire ça jusqu'à temps qu'on arrive à modérer. Puis là, à un moment donné, notre corps est comme plus capable de compenser de cette façon-là et on va arrêter de trembler. Ça ne veut pas dire qu'on est mieux, en fait, ça veut probablement dire que la situation se empire quand la personne arrête de trembler. Et puis, il y a tous ces autres signes avec ça. Et finalement, au niveau là, de notre niveau là, de est-ce qu'on est alerte ou pas, alors au niveau de l'hypothermie légère, on va être encore alerte. Mais quand on tombe modéré, c'est que notre cerveau commence à moins bien fonctionner. Alors, on risque d'être confus. Souvent, les gens vont devenir soit plus tranquilles ou d'autres gens vont devenir plus irritables. Alors, c'est de regarder ces changements de comportement. Souvent, peuvent être un signe d'hypothermie. Alors, c'est important là, de regarder ça chez les autres. Alors, ça, c'est quand même des choses importantes à se rappeler, comme je vous dis, pour soi-même, mais aussi pour les autres personnes. Et quoi faire? Alors, en fait, on veut vraiment, comme je disais tantôt, là, on veut vraiment éviter le plus possible l'hypothermie. Alors, la première chose, c'est de ne pas ignorer ces signes-là, puis d'agir tout de suite. Alors, c'est mieux d'agir quand on est juste en situation là, où on souffre du froid que quand on est en situation d'hypothermie modérée. L'importance des couches vestimentaires. Alors, quand on est en plein air, là, ou quand on fait du plein air, c'est important de penser à avoir sur soi là, différentes couches vestimentaires, comme on ne met pas juste un tout petit gilet avec un gros manteau, là, ça ne nous donne pas beaucoup de flexibilité. Alors, on va avoir une couche là, qui va nous permettre d'évacuer l'humidité. Alors que ce soit de la laine, de la soie, des vêtements plus techniques là, de gilets qu'on sert pour la course, des choses comme ça. Alors ça va nous permettre, là, si on transpire, d'évacuer cette humidité-là pour pas qu'elle reste sur notre corps et qu'on devienne froid. Le pire tissu qu'on peut utiliser dans nos types d'excursions, ça serait le coton. Alors, en anglais, on l'appelle le killer cotton, le coton qui tue. Alors, le coton évacue pas l'humidité. Il reste humide très, très longtemps, puis il va nous geler très, très facilement. Ensuite, la deuxième couche, c'est notre couche isolante, alors que ce soit de la laine ou du polar ou des choses comme ça. Alors, c'est là où l'air, on trappe l'air et c'est là où l'air se réchauffe et nous garde au chaud. Et finalement, la couche de protection, que ce soit un coupe-vent ou un manteau hydro-résistant, imperméable, des choses comme ça. Alors, d'avoir ces couches-là avec nous, c'est important, puis de les adapter en fonction du niveau d'activité. Donc, on sait qu'on part, puis on va faire du ski de fond, puis ça va être très, très actif. Bien, on ne met peut-être pas toutes nos 3 couches. Là. On commence avec moins de couches, puis quitte à quand on arrête, on en ajoute une. Comme ça va nous éviter là, d'avoir ces couches-là mouillées. Apporter des vêtements supplémentaires, ça va être important, comme on l'a dit. Puis de prendre le temps de se changer. Des fois, quand on est en groupe, on ne veut pas déranger les autres. Oh non, c'est correct, je vais continuer. Non, c'est important de prendre le temps puis de se le dire les uns les autres. C'est correct, prends ton temps, change-toi si tes vêtements sont mouillés là, ou si tu as besoin d'un gilet supplémentaire, prends le temps de te changer. Prendre le temps aussi de boire et de manger, la même chose. Là. Alors, manger, c'est de l'énergie, mais boire aussi, là, la déshydratation peut causer des pertes d'énergie. Si on perd 2 de nos fluides internes, mais on perd 25 de notre énergie, c'est quand même très important. Puis l'hiver, on a souvent moins tendance à boire parce que c'est pas on n'a pas le même sentiment là, de soif. Alors, c'est important là, de boire et de manger. Et comme je l'ai dit, de se rappeler de ces mécanismes de perte de chaleur, parce que c'est ça qui va venir nous aider à comprendre comment se protéger finalement. Une chose que je voulais dire, c'est que là, on parle d'hypothermie, mais de comprendre les mécanismes de chaleur, ça va nous aider aussi dans des situations d'extrême chaleur,
finalement, comment perdre de la chaleur. Alors, des fois, on veut en perdre là, quand on est dans une situation où il fait très chaud dehors. Alors, vous pouvez y penser de cette façon-là aussi. OK? Il y a une situation froide là, qui est toujours, pour moi, c'est un peu une hantise. C'est l'immersion en eau froide. Qu'est-ce qui arrive si je suis sur un lac ou un marécage et que je tombe dans l'eau? Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fait très peur. Jusqu'à temps que j'entende parler du principe de 1-10-1. Alors, en fait, je vais continuer à avoir peur de tomber dans l'eau, mais c'est un principe qui nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire là, si jamais on est dans une situation comme ça. Alors, ce qu'on dit, ça a été développé par le docteur Gordon Gisbrecht, qui est au Manitoba, qui est ce qu'on appelle aussi le docteur Popsicle. Alors, il a développé tout un programme là, à ce sujet-là, puis il a fait beaucoup d'études et il s'est mis lui-même dans des situations un peu abracadabrantes pour comprendre bien qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pour 1 minute. Alors, si jamais quand on tombe dans l'eau, la première minute, là, ça va être une minute où on va avoir un choc qui est dû au froid. Alors, on va vraiment perdre son souffle. On n'est pas capable de respirer là, à ce moment-là. Puis si jamais on tombe en dessous de l'eau, à ce moment-là, on risque là, facilement d'avaler l'eau froide, de se noyer. Alors, c'est d'éviter la panique, puis de reprendre le contrôle de sa respiration là, pendant cette première minute-là. C'est le focus de ce qu'on a à faire. Ensuite, on a 10 minutes de mouvement efficace. Alors, pendant 10 minutes, là, en eau froide, là, on va pouvoir avoir des mouvements pour commencer à penser à se sauver soi-même. Alors, si on a ces 10 minutes-là. Après 10 minutes, on va perdre notre motricité. Donc, c'est important de profiter de ces 10 minutes-là pour essayer de sortir de l'eau. Puis, on va parler tantôt d'un peu de comment on peut sortir de l'eau. Ensuite, on va avoir 1 heure avant de devenir là, hypothermique assez avancé, puis de devenir inconscient. Alors, des fois, on pense qu'on tombe dans l'eau, puis après 5 minutes, c'est la fin. Mais non, on a encore quand même là, 1 heure avant que l'hypothermie nous cause là, cette inconscience-là. Alors, une des choses qui, si jamais vous n'avez pas réussi à se sortir de l'eau, ce que le docteur Popsicle recommande, c'est de sortir le corps le plus possible de l'eau parce qu'on va perdre beaucoup plus de chaleur dans l'eau que hors de l'eau et de se coller les bras sur la glace ou même si vous êtes un homme et vous avez une barbe ou une femme avec des longs cheveux, d'essayer de faire en sorte que nos vêtements ou nos barbes et tout ça collent sur la glace. Comme ça, si jamais on devient inconscient, bien, on ne reglissera pas dans l'eau. Alors ça, c'est le principe du 1-10-1. Puis, je pense que c'est un que tout le monde qui se promène en nature l'hiver devrait savoir. Alors, comment sortir de l'eau? Alors, c'est trouver l'endroit où la glace est la plus solide. Puis souvent, c'est l'endroit d'où vous venez. Alors, vous marchez, la glace était solide, oups, vous tombez dans l'eau, la glace est plus solide. Mais si vous retournez vers l'endroit où vous êtes tombé, vers l'endroit où vous étiez, bien, c'est là probablement que la glace est la plus solide. Une des choses, c'est de se servir de vos bras pour vous pousser hors de l'eau, mais tout en battant des jambes. Alors, c'est pas comme essayer de sortir de façon verticale, mais c'est comme se mettre à l'horizontale, faire comme si on nageait pour finalement là, se propulser au-dessus de la glace. Alors, ensuite, on sort le haut du corps de l'eau, puis après ça, on glisse les jambes sur la glace, un peu à la manière d'un phoque qui sort de l'eau. Puis, une fois qu'on est hors de l'eau, bien, on ne se lève pas tout de suite, mais de continuer à se glisser ou à rouler le loin du trou, puis éventuellement, on peut se relever pour s'éloigner. Alors, vous avez ici le site web en anglais, c'est Baby It's Cold Outside. Alors, il fait froid aujourd'hui. Alors, il y a plein de belles ressources ici aussi pour ce genre de situation-là. Alors, on a parlé d'hypothermie, mais il y a d'autres situations aussi où des fois, les choses peuvent nous arriver. Alors, on se retrouve un peu comme cette personne-là au milieu de la forêt, puis on ne sait plus trop où on est. Alors, on va parler un peu de c'est quoi nos priorités à ce moment-là. Alors, il y a une espèce de règle de 3 ou peut-être comme un peu un proverbe, jusqu'à un certain sens, où on pense un peu je serai en difficulté si je suis 3 minutes sans quelque chose, 3 heures sans quelque chose, 3 jours, 3 semaines, 3 mois.
Alors, peut-être juste se servir du chat. Qu'est-ce que vous pensez? 3 minutes sans... Je vais être en difficulté si je suis 3 minutes sans quoi? Quentin, si tu vois quelque chose arriver, là, tu peux... Oui, je te tiendrai au courant. Dès que j'ai des premières réponses, je vais les lire. Alors, sans oxygène, sans air. Parfait, exactement, c'est ça. Alors, 3 minutes sans air. Donc, notre première priorité, c'est de traiter finalement des situations d'urgence, premiers soins. 3 heures sans quoi? Alors, à votre avis, sans chaleur, 3 heures sans abri. Parfait, c'est exactement ça. Alors, notre prochaine priorité, c'est vraiment un abri. Puis un abri, c'est des vêtements, c'est notre petit bibisac, c'est dans les branches sous un arbre. Alors, c'est vraiment c'est ça, le niveau de la chaleur, de 3 heures sans abri. Ça va être la prochaine priorité. 3 jours sans quoi? Alors, 3 jours sans eau. Nancy dit 3 jours sans nourriture, eau. 3 jours sans nourriture. OK. Alors, c'est là qui est intéressant. Je pense qu'au début, air, abri, on est vraiment clair là-dessus, mais quand on parle d'eau et de nourriture, on échange un petit peu. Alors, la priorité, en fait, c'est l'eau. Alors, notre corps aurait beaucoup de difficultés à fonctionner. Là, tous les processus là, qui nous fait fonctionner dépendent beaucoup là, de l'eau qu'on a dans l'intérieur de notre corps. Alors, 3 jours sans eau. Et en fait, la nourriture serait 3 semaines sans nourriture. Okay? Alors, on peut passer plus de temps sans nourriture qu'on peut passer de temps sans eau. Alors, l'eau va venir comme priorité avant la nourriture. Et 3 mois, ça serait sans quoi? Alors, j'attends les réponses. Ah, non, personne. Ah, 3 mois sans secours, 3 mois sans compagnie. Exactement. C'est 3 mois sans compagnie, 3 mois sans contact humain. Alors, c'est une des choses qu'ils ont observées dans les personnes qui sont dans des situations de survie, c'est qu'éventuellement, ce manque de compagnie humaine, surtout si la personne, c'est sûr, est seule, vient affecter la capacité de survie. Alors, il y a beaucoup d'aspects il y a des aspects très physiologiques à la survie, mais il y a des aspects aussi très psychologiques. Alors, c'est là où ça commence là, à avoir son effet. Alors, vous avez ça, air, abri, eau, nourriture, contact humain, c'est les priorités là, au niveau de la survie. Ah, Catherine, Claude a dit 3 mois sans Internet. Qu'est-ce que tu en penses? Ah! En fait, je pense qu'on pourrait l'ajuster à notre monde actuel et tout à fait raison. 3 minutes sans Internet, je pense, 3 secondes. C'est là qu'on pourrait le mettre. Exactement. OK, alors on parle de priorité, on parle de la psychologique. En fait, au niveau psychologique, un des ennemis de la survie, c'est la peur. Alors, souvent, les gens pensent, quand ils pensent survie, des fois, ou être seul en forêt, ils pensent ours, loup, cougar, c'est leur ennemi de la survie. Mais finalement, c'est la peur qui risque de nous causer beaucoup plus de problèmes que tous ces animaux-là. Alors, pourquoi la peur est un ennemi de la survie? En fait, elle vient vraiment déranger tous les autres éléments qui vont nous aider dans notre survie. Alors, la peur bloque nos processus métaboliques. Alors, par exemple, notre digestion. Et on sait que c'est la digestion qui nous donne l'énergie nécessaire. Alors, ça va affecter notre niveau d'énergie, ça va affecter notre capacité de rester au chaud. La peur nuit à la circulation. Alors, souvent, dans une situation de stress ou d'anxiété, le sang va revenir vers les organes principaux et va s'éloigner des extrémités. Donc, on va avoir un sentiment de froid aussi. Une réaction au danger, là, on peut se figer, on peut s'enfuir et souvent, on va prendre des mauvaises décisions. Alors, la peur affecte notre jugement. Alors, commencer à courir en rond là, quand on a peur, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Et la peur aussi peut réduire, là, quand on est très, si vous l'avez remarqué, si vous êtes très stressé, des choses comme la motricité fine, là, allumer une allumette peut devenir très difficile ou des processus plus compliqués, comment faire un feu, tout ça. Quand on est sous un stress ou une tension, ben, on a de la difficulté à faire là, ces mouvements-là. Donc, la peur, en fait, affecte tous les aspects là, qui font en sorte qu'on va pouvoir survivre. Donc, c'est très important de contrôler, essayer le plus possible de contrôler cette peur-là.
Et c'est là que l'acronyme dont je vous ai parlé tantôt peut devenir intéressant. Alors, cet acronyme-là, en cas d'urgence, en anglais, on dit STOP, il se traduit moins bien en français, mais je l'ai gardé quand même ici. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est S, c'est pour s'arrêter, donc stop, on arrête. Alors qu'on est dans une situation là, où on ne sait plus où on est, où il y a une situation, quelqu'un, il y a une situation d'urgence, bien s'arrêter. Alors, si vous ne savez plus où vous êtes, là, c'est bien de s'arrêter. Ensuite, réfléchir. Alors, quelle est la situation? Qu'est-ce qui se passe? Quelle heure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où je suis? Alors, commencez à penser un peu à la situation dans laquelle vous vous retrouvez. O, c'est observer. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer dans l'environnement dans lequel je suis? Est-ce que je suis dans un endroit sécuritaire ou est-ce que je suis dans un endroit où il pourrait y avoir du danger? Est-ce que la noirceur s'en vient? Quelles ressources j'ai avec moi pour m'aider? Tout ça. Alors, c'est comme observer. Et ensuite, commencer à planifier qu'est-ce que je pourrais faire finalement là, pour traiter de cette situation-là. Et une fois qu'on a fait tout ça, bien, on passe à l'action plutôt que prendre une décision là, qui est faite sur le coup de la panique. Et les actions qu'on recommande, finalement, les 3 actions de base, c'est si jamais là, vous vous retrouvez dans une situation, par exemple, où vous ne savez pas, là, vous êtes perdu, vous ne savez plus vraiment où vous êtes soit... On a déjà vu quelqu'un qui avait pris le sentier des loups, puis il y avait beaucoup de feuilles sur le sentier, puis il y a un endroit sur le sentier où le sentier est moins évident, puis elle est sortie du sentier, elle a suivi comme un peu un escarpement, puis là, elle s'est rendue compte qu'elle était vraiment plus sur le sentier. Et ce qu'elle a fait, elle a vraiment fait la bonne chose, elle est restée où elle était. Alors, restez où vous êtes, parce que plus vous vous déplacez, plus ça va devenir difficile à vous retrouver si jamais on a besoin d'envoyer quelqu'un pour vous rescaper. Ensuite, alors vous restez où vous êtes, mais vous voulez vous assurer que s'il y a des gens dans le coin, bien, ils vont vous voir. Alors, utilisez des dispositifs de signalisation. Alors, ça peut être le sifflet, ça peut être votre voix si vous n'avez pas de sifflet, ça peut être des choses visuelles comme le miroir qu'on a parlé, un vêtement coloré, toutes ces choses-là peuvent aider. Et aussi de penser à tout ce qui est en 3. Alors, le concept de SOS, était un concept de 3. Alors, 3 coups de sifflet, ça veut dire que quelqu'un est en trouble. 3 piles, si vous êtes dans un endroit ouvert, puis ça se peut qu'il y ait un avion qui passe, un hélicoptère de sauvetage qui passe, bien, 3 piles de bois, ça va représenter un appel à l'aide. Alors, tout ce qui est en 3, finalement, 3 feux, toutes ces choses-là, représentent là, un appel à l'aide. Alors, si vous avez à vous rappeler de tout ça, là, 3 coups de sifflet, c'est important. Et comme on a dit tantôt, étant donné qu'une des priorités de survie, c'est d'être à l'abri, mais ça va être important de rester à l'abri, d'essayer de rester au sec et isolé du sol. Alors, ça va être un aspect important là, si vous avez, là, vous êtes dans une situation où vous êtes là, égaré, ça serait les 3 actions de base qu'on recommande. En fait, c'est un programme où ça ressemble beaucoup à un programme qu'on donne aux enfants pour survivre, rester près d'un arbre. Alors, si jamais vous avez des enfants ou vous travaillez avec des groupes d'enfants, c'est un super beau programme pour les enfants. Alors, on leur dit finalement, hug a tree, reste près d'un arbre pour rester où tu es, puis te rendre visible. Et aussi, on leur dit de se construire un nid. Alors, finalement, de s'isoler du sol, parce qu'on peut le faire avec ce qu'on a avec nous, mais si on n'a rien avec nous, on peut prendre des branches et les empiler et ça va nous aider à nous isoler du sol. C'est un très beau programme aussi là, qui est offert pour les jeunes. Une des choses que les gens sont capables de faire maintenant aussi, étant donné avec le téléphone cellulaire, on peut appeler le 911 si jamais on a cette communication qui est possible. Ou bien encore, parfois, on n'est pas capable d'appeler, mais on peut texter quelqu'un. Alors, de pouvoir transmettre vos coordonnées. Alors, les coordonnées de l'endroit où vous êtes, bien, ça peut vraiment aider là, à accélérer là, la recherche si vous avez à le faire. Si on a à le faire. Alors, si vous allez sur votre téléphone intelligent, comme ici, là, c'est une image sur un iPhone. Alors, si je vais sur la fonction là, boussole, je vais trouver là, la boussole, mais je vais trouver aussi là, les coordonnées là, en latitude et longitude.
Alors ici, vous avez la coordonnée 45 degrés, 25 minutes, 25 secondes nord, 65 degrés, 44 minutes, 39 secondes ouest. Cependant, cette même coordonnée-là, bien dans un autre format, parce que latitude et longitude viennent dans des formats différents, peut reprendre cette forme-là. 45 degrés, 25,450 minutes, etc. Ou bien 45,428167 degrés nord. Alors, c'est important, si jamais vous avez à transmettre vos coordonnées, de vraiment bien les énoncer. Parce que ces trois lignes-là, c'est exactement le même endroit, mais vous remarquez la différence dans les chiffres. Alors, c'est nous est arrivé une fois ou quelques fois dans des recherches où on s'est fait donner des coordonnées où était la personne, mais la façon dont ça avait été dit et ça avait été transmis, ça avait été un peu confus. Alors, finalement, ça peut être des différences de 500 mètres et plus. Là. Alors, c'est quand même important là, qu'on essaie de retrouver une personne qui est en danger. Alors, pour ça, c'est important de garder votre téléphone le plus disponible possible si vous allez l'apporter avec vous. Surtout en hiver, le téléphone, si vous le gardez dans votre poche extérieure, il va geler, puis la pile va se diminuer très, très, très rapidement. Alors, le garder à l'intérieur de votre manteau, là, au chaud, puis de ne pas gaspiller, d'enlever toutes les applications. Là, alors, s'assurer qu'il n'y a presque rien là, sur votre téléphone là, pour qu'il soit le plus fonctionnel possible. Alors, finalement, là, dans les dernières minutes, on va parler un peu là, de recherche et sauvetage. Alors, si jamais vous êtes dans une situation comme ça, je vais vous juste expliquer un petit peu qu'est-ce que nous, là, en tant qu'équipe de recherche et sauvetage, là, on fait. Alors, un des concepts clés de la recherche, c'est que la recherche est une urgence. Parce qu'avec le temps, la zone de recherche s'agrandit. Excusez, il y a une petite typo là. Alors, la zone de recherche s'agrandit. Alors, on a de plus en plus, l'endroit où on va chercher devient de plus en plus grand. Aussi, si la personne continue à se déplacer. Aussi, le risque de blessure augmente, le risque d'hypothermie augmente. Alors, la possibilité de trouver quelqu'un, plus on les trouve tôt, mieux en forme la personne va être. Et aussi, si jamais il y a des indices, bien, les indices peuvent être perdus ou dégradés si le temps passe. Alors, des traces de pas ou des traces dans la neige, des choses comme ça là, vont être perdues là, avec le temps. Alors, la recherche est vraiment une urgence. Et si on retourne à notre plan de route qu'on a fait, le message que vous avez laissé à quelqu'un, bien, l'avantage de ça, c'est que si vous n'êtes pas de retour, on va pouvoir contacter les autorités. Le contact avec les autorités va être fait plus tôt auprès des autorités. Alors ça va être important parce qu'on sait que la recherche est une urgence. On va savoir aussi où commencer la recherche. On va plus, parce que vous dites, je vais partir de P11, je vais partir de P16, puis je m'en vais sur tel sentier. Alors, on a déjà une idée de savoir où commence la recherche. Alors, ça, c'est parce que si on ne sait pas où commencer, on ne peut pas chercher le monde entier. Il faut avoir un point initial. Alors, c'est ce qu'on appelle ici le point de planification initiale. Il faut connaître ce point-là pour pouvoir mettre en œuvre une recherche au sol. Et aussi, d'avoir identifié l'activité. Alors, sur votre plan de route, vous parlez de quel genre d'activité? Parce que finalement, un des outils super importants qu'on a, nous, en main, c'est le profil de personnes égarées. Et je vais vous en parler juste un petit peu dans la prochaine diapo. Alors, vous avez ici le livre « Comportement des personnes égarées » par Robert Koster. C'est un peu la ressource clé des gestionnaires de recherche et sauvetage. Alors, les gens qui planifient les recherches, que ce soit au niveau des équipes policières ou au niveau d'équipes comme la nôtre. Alors, ça va être vraiment, c'est l'outil clé en recherche et sauvetage. Alors, c'est un document, un livre qui a été préparé, qui a été développé. Il y a maintenant une application aussi, qui est basé là, sur plus de 50 000 incidents là, à travers l'Amérique du Nord et aussi d'autres continents, et qui a permis finalement d'obtenir des statistiques, des comportements types pour plus de 35 profils. Alors, dans ça, on a un enfant de 1 à 3 ans, un enfant de 4 à 6, 7 à 9, 10 à 12, 12 à 15, quelqu'un qui fait de la randonneur versus un skieur versus quelqu'un qui fait du vélo de montagne, quelqu'un qui souffre de démence, quelqu'un qui est suicidaire, quelqu'un qui
qui a certaines maladies mentales. Alors, il y a tous ces aspects, tous ces profils-là sont trouvés dans ce livre-là. Et pour chacun, il y a des statistiques, à savoir la distance à laquelle ils vont se déplacer, les endroits où on a plus de chances de les trouver, qu'est-ce qui va être des attractions pour eux autres, quel type de comportement, comme les jeunes d'un certain âge ont tendance à prendre des raccourcis, donc ça va créer des problèmes là, et tout ça. Alors ça, c'est vraiment là, un document super, ou une ressource super importante. Une façon dont on s'en sert, c'est que quand on commence une recherche, par exemple, si on avait quelqu'un qui avait été vu, ou la voix dit, bon, je vais partir de P19, puis je vais aller faire une randonnée jusqu'au lac Monette, ou quelque chose comme ça, bien, puis il ne revient pas, bien, P19, on trouve la voiture, alors c'est notre point initial de planification, c'est l'endroit où la personne, on sait que la personne était là à cet endroit-là, à un moment donné. Alors là, on va mettre des statistiques. Ici, ça, c'est le 25% des gens, des randonneurs qui sont retrouvés à 600 mètres de ce point initial. 50% des gens sont retrouvés à 1,8 km et 75% des gens sont retrouvés à 3,2 km. 95 sont retrouvés vraiment très loin. Alors, on va mettre ces cercles-là sur la carte et ça commence à nous donner une idée de l'endroit où on a à commencer les recherches. Okay? Alors, ça nous donne la zone de recherche qui va être importante pour nous. Ensuite, bien, on va penser à, ça c'est où on recherche, mais ensuite, ça va être comment on recherche. Alors, quelle tactique on utilise. Alors, cette photo-là, ça représente un peu là, ce qu'on voit souvent dans les films. Là. Il y a un petit garçon ou une petite fille qui est disparue et tout le village en entier, ou la communauté en entier s'enligne et partent à la recherche. Alors, c'est vraiment pas comme ça qu'on fait des recherches. Ça, c'est vraiment une méthode qui était utilisée dans le passé, mais qui n'est plus utilisée, là, à moins plus en dernier recours. Et ça ne serait jamais dans une équipe de recherche et sauvetage, on n'aurait jamais là, des longues lignées comme ça. C'est très, très difficile à gérer. Au maximum, là, on serait dans des groupes de 7 personnes là, qui travailleraient ensemble. Alors, ce qu'on utilise, c'est d'autres types de stratégies là, qui ont vraiment démontré leur efficacité. Puis ces stratégies-là, on les appelle des tâches automatiques et sont conçues en fonction de cette espèce de modèle d'une roue de vélo. Alors, si on a notre personne qui a disparu ici, on va considérer là, notre zone de recherche en fonction là, de cette roue de vélo un peu. Alors, l'essieu, c'est vraiment l'endroit là, où elle a été vue pour la dernière fois, la maison ou bien la voiture. Alors, on va faire une recherche là, à ce niveau-là. Alors, par exemple, si c'est la voiture, on va regarder dans la voiture, est-ce qu'il y a une note dans la voiture? Est-ce qu'on a une idée un peu de quelles activités elle allait faire à cause de ce qui reste dans la voiture? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'elle aurait pu ne pas apporter avec elle, laisser derrière, des choses comme ça? Ou est-ce qu'il y a des traces de pas autour de la voiture qui nous aident à savoir dans quelle direction elles sont parties? La jante de la roue, c'est finalement une espèce de périmètre. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de s'assurer que la personne, si elle est dans la zone de recherche, est encore mobile, bien qu'elle ne sort pas de la zone, parce que là, la zone devient de plus en plus grande. Alors, on essaie finalement de contenir la personne là, à l'intérieur de cette zone-là. Alors, on peut faire des patrouilles si jamais il y a des routes le long de l'endroit où on fait la recherche, ou bien on peut faire sur les sentiers, on peut mettre une espèce de poste sur un sentier pour, si jamais la personne passe ou d'autres personnes passent, on peut leur poser des questions. Alors, ça va être la jante, va être ça. Le moyeu, c'est le 25%, cette zone de 25% là, qu'on va s'assurer de vraiment super bien là, couvrir. Par exemple, en particulier pour les enfants, les gens qui souffrent de démence, là, ils peuvent finalement être tout près là, de l'endroit où ils sont partis, parce que pour eux autres, ils ne sont pas nécessairement perdus, là, alors ils ne vont pas penser à revenir à ce point initial, là. Alors, on va recouvrir cet endroit, là, le moyeu là, de 25% de façon très, très rigoureuse. Ensuite, les rayons, mais c'est tous les aspects linéaires. Alors, ça peut être une route, un sentier, un ruisseau, une ligne de haute tension. Alors, tout ce qui pourrait être un corridor dans lequel la personne pourrait se déplacer, on va s'assurer de faire des recherches rapides là, le long de tous ces corridors-là.
Et finalement, les réflecteurs, ça va être les choses qui vont pouvoir attirer la personne. Donc, un randonneur, ben, ça peut être un belvédère, ça peut être un abri, par exemple, les abris dans le parc de la Gatineau, aller vérifier si la personne est là. Alors, ça peut être vraiment tout ce qui a pu attirer cette personne-là. Si c'est quelqu'un qui faisait de la cueillette de champignons, mais une belle talle de champignons, là, où elles sont, on va aller vérifier ça. Et ça peut être aussi des endroits dangereux qui vont attirer, là, par exemple, les enfants qui avec de l'autisme vont aller vers l'eau, vont aller vers des tours avec des lumières. Alors, on peut aller vérifier ces endroits-là. Alors, ça va être nos réflecteurs. Alors, d'utiliser cette méthode-là au tout départ d'une recherche, ça a vraiment transformé la façon dont les recherches sont faites. Alors, si jamais vous vous perdez, c'est ça qu'on va utiliser comme méthode. Et l'impact que ça a eu au cours des ans, c'est vraiment, on voit là que la durée des recherches, 25% des recherches, finalement, la recherche se termine après 1 heure. Dans 50% des cas, elle va se terminer après 3 heures. Dans 75% des recherches vont avoir été terminées en delà de 8 heures. Et c'est seulement là, quand on arrive 81, que même pour une période de 24 heures, là, on regarde 93% des recherches ne vont pas au-delà de 24 heures. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui durent longtemps, puis c'est les plus difficiles, là, mais l'avantage de ces techniques-là, c'est que ça a vraiment permis là, de réduire le temps de recherche. Donc, c'est un peu le mot de la fin ici, parce que finalement, si vous prenez les moyens qu'on a décrits ce soir, si vous faites votre plan de route, si vous prenez, vous apportez l'équipement avec vous, si vous comprenez qu'est-ce qui se passe au niveau de l'hypothermie, si vous ne paniquez pas, toutes ces choses-là, bien, ça va vous permettre d'éviter des ennuis. Et si vous en avez, bien, ça va nous permettre aussi ça va nous aider à vous trouver, alors de façon, en la meilleure forme possible. Alors, c'est finalement là, un service que vous pouvez vous rendre et nous rendre et tout ça.